Ça va? Bonjour à tous. Alors voilà, moi je suis Pierre Potera, je suis retraité depuis 10 ans. J'étais au ministère de l'Équipement puis l'Environnement autrefois. Donc j'étais au laboratoire central des ponts et chaussées, puis au CT de Lyon qui s'appelle CEREMA maintenant. Il y en a qui connaissent dans la salle. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu des nappes alluviales. Ben, vous avez remarqué, on vient d'en parler, puis on en a parlé un peu ce matin, que ces dernières années, je vous parlais des rivières du Châtillonnais. Donc ces rivières ont subi, bien avant l'été, des étiages sévères et même des assecs assez longs. En parallèle, les populations de poissons sont en fort déclin, les pêcheurs le savent, et peut-être même les touristes, malgré des travaux censés améliorer la situation. On nous avait vendu des méthodes miracles. Et plusieurs sources de versants, donc ça rejoint un petit peu l'exposé précédent, connus pour leur débit pérenne, se sont taris, donc c'est pas anodin. Alors je vais vous parler de la partie gestion de l'eau d'un bouquin que j'ai fait pendant que je m'ennuyais lors du Covid. Alors ce bouquin-là, il est intitulé « Si les truites pouvaient parler ». En fait, c'est l'histoire récente des rivières du Châtillonnais, les cas de la Seine et de l'Ours. Je suis né sur la Seine, j'habite sur l'Ours. Et puis donc, ce bouquin, il a été préfacé par quelqu'un que vous connaissez un peu, Bernard Frochot. Donc on est en phase, on est pêcheurs tous les deux. Je sais pas, ah ben il est là, tiens. Oui, donc on s'est mis d'accord quand même sur nos observations. Et puis depuis, on pêche une journée à la mouche à Toire au mois de mai. Voilà. Alors, les assecs, pourtant, les taux de précipitation à Châtillon, précipitations annuelles, ont augmenté depuis plus de 10% depuis 1980. Ça je ne sais pas si vous en doutiez, si vous le saviez. Alors vous avez un diagramme qui montre ici. Ça marche? Non, ça ne marche pas le truc. Ça ne fait rien. Donc ce diagramme montre l'évolution de la pluviométrie à Châtillon de 1890 à 2021. Pardon. Donc vous voyez que alors c'est par période de 30 ans, 1, 2, 3, c'est donc 90 ans. Pendant 90 ans, on a eu une stabilité des précipitations dans l'ordre de 775-780 mm. De 1980 à 2009, on arrive à 850 en moyenne. Et puis le dernier chiffre correspond à une période de 12 ans seulement, on est à 880. Donc, il y a moins d'eau dans les rivières, on a des assecs et il pleut plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a détourné l'eau? C'est une question quand même. Alors, la situation actuelle, aujourd'hui, les rivières sont adaptées aux besoins des hommes. Je ne vous le fais pas dire, on en a parlé ce matin. Donc vous avez sur la photo de gauche le lit de la Seine, plutôt les lits de la Seine à Potières, entre Potières et Charest. Donc la petite Seine, ici, et la grande Seine à droite. Alors vous voyez les anciens méandres qui ont été coupés dans les années 60. Je crois que Bernard Frochot a évoqué cette affaire là, ce matin. Donc on a rectifié le lit de la rivière, on a augmenté le gabarit, donc on a augmenté la vitesse du courant et on a augmenté sa capacité. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'était pour prévenir des inondations importantes, notamment celle de 1955, de janvier. Alors, depuis, quand il pleut très fort, on a quand même eu une grosse inondation dans la région en 2018, équivalente à celle de 1955. Donc, les grosses crues, elles ne sont pas, disons, contenues dans la rivière. Mais en revanche, chaque année, les petites crues, on ne les voit plus ou presque pas. L'instituteur de Charest, en 1888, dans sa monographie, avait écrit « La Seine n'est pas profonde, parsemée d'îlots, elle déborde chaque année, mais elle ne cause aucun dégât. » Et c'est ça qu'on aimerait revoir. Maintenant, c'est fini. Alors, à droite, c'est l'Ours, en janvier de cette année. Alors, vous voyez, en janvier, l'Ours coule à peu près 2 mètres en dessous du niveau de la berge. Alors que dans les années 60,
voyez ces gros frênes là, dont les racines sont perchées là, c'est des frênes rescapés d'écurage des années 60. Donc, à l'époque, ils avaient les racines dans l'eau. Donc, le niveau de l'eau de l'ours en janvier était au moins à ce niveau-là. Donc, il manque 1,50 m. Ça, c'est à cause de l'homme. On a parlé ce matin. Donc, il faut essayer de revenir à des méthodes un peu plus utiles. Vous voyez, un autre frêne dans la zone des pertes de crépans, c'est sur l'ours. Il n'a pas poussé comme ça, ce frêne-là. Hein. Il était dans l'eau il y a encore 30-40 ans. Hein. À Thouars, c'est un peu plus récent, puisque le bief, on a 2 moulins à Thouars. On a de la chance. Le moulin du haut a des difficultés pour faire fonctionner son vannage, donc l'eau a baissé de presque 1 mètre. Et vous voyez, donc, on a aussi des frênes avec les racines hors d'eau. Alors, un exemple d'assec. Donc, ce nouveau gabarit de la rivière entraîne des crues rapides, des crues qualifiées parfois de crues éclairs, c'est-à-dire qu'en 2-3 jours, l'eau monte et déborde, et puis elle se retire en 2-3 jours également. C'est très rapide. Donc, ici, vous avez une photo de l'ours à gauche, à Thouars, prise le 10 mars 2020. L'eau est dans le pré, donc on a une crue. Et puis, à droite, vous avez le même endroit photographié le 1er avril 2020, 3 semaines après. Et pourtant, les précipitations à Thouars ont été de 724 mm du 22 septembre 2019 au 9 mars 2020, c'est-à-dire à la date de la photo. C'est-à-dire quasiment les précipitations annuelles. Et en 3 semaines, il n'y a plus rien. Il y a un souci. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je parlais donc des rivières du Châtillonnais rapidement. Donc, ce sont des rivières de plaine caractérisées par un lit mineur en bleu occupé par la rivière et par un lit majeur, toute la plaine verdâtre là, qui constitue la zone des passages des crues. C'est la plaine alluviale. Hein. Et sous la plaine alluviale, on a les alluvions. Donc, on a dans les alluvions, normalement, une nappe d'eau, la nappe alluviale. Ici, vous avez, ça je vous montre rapidement parce que c'est quand même parlant, vous avez les lits majeurs des rivières du Châtillonnais en partant de la Laigne à gauche, de la Seine au niveau de Châtillon-Vix, ensuite de l'Ours, Briand, au Trécourt, l'Aube, et puis un affluent de l'Aube, l'Aujon. Donc vous avez ici, donc en bleu, au haut de la carte, en bleu, c'est le Jurassique supérieur. Au niveau de Châtillon, vous avez du bleu jaunâtre, c'est le Jurassique moyen. Entre les deux, vous avez un pointillé vert, vous le voyez tous. Eh bien, c'est la Cuesta de Châtillon. Vous la connaissez peut-être, c'est une Cuesta, c'est un coteau de 150 mètres de hauteur, dont les pentes sud marneuses, et les marnes oxfordiennes, sont plantées par le vignoble, le Crémant de Bourgogne. Donc, vous voyez, au passage de la Cuesta, le chemin est étroit, c'est une trouée, et la plaine alluviale, vous voyez en blanc, sur les rivières, ce qu'on voit en blanc, ce sont les alluvions. Hein, c'est les alluvions modernes qui nous donnent l'exacte photographie de la taille de la plaine alluviale. Et vous voyez qu'au niveau de la Cuesta, aussi bien à Laigne qu'à Potières, Charret, Belan, au Trécourt et Vexol-Montigny, cette plaine alluviale s'élargit jusqu'à 2 km de large au niveau de Potières-Vix. Donc, c'est extrêmement important parce que là, en plus, vous avez un agrandissement, celui de Potières, là, qui montre qu'on a des affluents, des petits affluents, qui viennent aussi bien de l'est que de l'ouest et qui alimentent cette zone. Cette zone était jusqu'à la Révolution des zones de marécage. Vous les voyez marquées en vert, enfin en vert pâle, donc sur la Laigne, la Seine et l'Ours.
À partir de la Révolution, les paysans n'ont plus eu le droit d'aller faire paître leur bétail en forêt. Ils ont dû s'installer dans la plaine alluviale. Mais ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont pas modifié les conditions hydrographiques qui prévalaient avant. Donc, je vais aller très vite. Donc, les aquifères principaux sont les massifs calcaires du Jurassique moyen, les aquifères profonds, les alluvions modernes. Il faut savoir que dans une plaine alluviale de 400 mètres de large, une tranche d'alluvion de 1 mètre sur 10 km contient 1 million de mètres cubes d'eau. Pourquoi ? Parce que les alluvions contiennent 20 à 25% de leur volume d'eau fraîche. Les vitesses d'écoulement des alluvions, dans les alluvions, c'est 200 mètres par an, alors que dans les calcaires fissurés, c'est 15 minutes à 20 jours pour 200 mètres. Donc c'est extrêmement rapide, et dans les alluvions, non. Donc l'eau qui circule lentement dans les alluvions mettra beaucoup plus de temps à se recharger que la nappe profonde. Et ici, c'est un truc important qu'il faut qu'on en parle le plus rapidement possible. Donc vous avez en rouge la surface piézométrique dans un aquifère à nappe libre, donc dans les alluvions. Au-dessus, on a une frange capillaire de 1 mètre avec une teneur en eau de 25%. Et puis au-dessus, on a une zone de transition. Alors, si vous avez votre surface piézométrique rouge à 1 mètre de la surface, ben vous aurez votre frange capillaire qui ira jusqu'à la surface. Donc, la protection des zones humides, il faut qu'elle passe absolument par la remontée de la surface piézométrique pour avoir toujours de l'humidité dans les prés. Ça se vérifie très bien l'été en période de sécheresse. On voit qu'en bordure du bief, disons de la retenue amont du vannage de Thouars, l'herbe est verte et à côté, elle est jaune. Combien de temps ? 5 minutes ? 5, qui dit mieux ? 2, alors 5. Merci. Donc, la triple fonction des alluvions, c'est en période de crue de stocker des quantités d'eau, donc qui accentue le rôle tampon de la plaine alluviale en écrêtant l'hydrogramme de crue. En période d'étage, en revanche, elle restitue une partie de leur eau fraîche à la rivière. Ça permet de surmonter les épisodes de sécheresse estivale, au moins en partie. Puis elle contribue à la recharge d'aquifères profonds. Vous avez vu sur les 2 photos de Thouars, les nappes alluviales, elles ne contribuent à plus rien du tout, puisque 3 semaines après, la rivière était à sec. Donc elle ne reçoit plus d'eau de la nappe alluviale. Donc les interactions entre la nappe alluviale et la nappe profonde, vous voyez, donc en automne-hiver, la flèche monte, donc c'est l'eau qui monte dans la rivière, et la rivière alimente la nappe alluviale. On a l'effet inverse sur la photo, sur le croquis de droite. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une hauteur de fil de l'eau qui maintient des niveaux piézométriques élevés. Alors, je termine rapidement là. Donc, on peut identifier 4 stades dans l'histoire des rivières du Châtillonnais. Le stade de la rivière sauvage. Alors, vous voyez, en haut, la ligne rouge, c'est le niveau de la nappe alluviale très proche de la surface en automne-hiver, puis en pointillé, c'est le même niveau en été. Il est un petit peu plus bas. Ensuite, le deuxième stade, c'est celui des premières activités humides. On a une ligne rouge à l'amont des moulins qui reste haute, un peu plus basse, 1 mètre. Ils n'étaient pas élevés, les seuils, 1 mètre à l'époque. Donc, qui reste plus basse. Et à l'amont, très à l'amont, où les alluvions sont en contact avec les calcaires jurassiques moyens, on a des échanges importants entre les 2 nappes. Donc, on pourrait dire que dans le deuxième stade, c'est-à-dire la photo du centre, les moulins ont maintenu un chevelu hydrographique équivalent au chevelu naturel qu'on avait avant. J'ai pris l'exemple d'un affluent du fleuve Mackenzie sur la photo de gauche pour montrer qu'il y a des analogies certaines. Et puis à droite, c'était à Charret. Donc on voit en bleu les
annexes hydrauliques qui sont importantes aussi. On n'en a pas parlé ce matin, les annexes hydrauliques, mais c'est extrêmement important, notamment dans la recharge de la nappe alluviale et aussi dans le développement des alevins qui préfèrent investir les annexes hydrauliques, aussi bien les petits affluents que les fossés ou les chenaux. Moi, je les ai vus, j'étais gamin, je cours après, les verrons et tout ça, il y en avait, il n'y en a plus maintenant. Hein, et des truitelles, j'en ai pris pas mal, et mon père, il me mettait... Enfin, voilà. Donc, après-guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pardon. On a fait baisser, en curant, on a fait baisser la nappe à l'aval des moulins. Hein. Donc, il y a eu une répercussion immédiate sur la côte du toit de la nappe alluviale, en entraînant une baisse identique du toit de la nappe, forcément. Et puis maintenant, retour à la naturalité, donc on supprime les seuils des moulins. Et bien la nappe, elle est, disons, en automne-hiver, elle est très basse, et puis en été, encore un peu plus basse. Vous voyez, donc là, cette photo-là. Donc, la nappe alluviale, elle finit par être complètement vidangée en raison d'une recharge hivernale de moins en moins efficace au fil des ans. Les assécs estivaux sont devenus donc plus fréquents et plus étendus. Je vais simplement conclure. Voilà. Depuis un demi-siècle, nous sommes inquiétés de voir les poissons régulièrement disparaître de nos rivières. Maintenant, on s'inquiète de voir l'eau disparaître à son tour de nos rivières. C'est un peu plus dur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le point crucial, je vous l'ai dit, vous l'avez vu, c'est en fait l'abaissement d'origine anthropique de la côte du fil de l'eau à l'origine de la vidange progressive des nappes alluviales. Donc, une prise de conscience des dérives de la récente politique d'aménagement des cours d'eau commence à poindre. On en a parlé un peu à midi avec mes collègues et des actions sont entreprises un peu partout en Europe. Je ne vais pas m'étendre dessus. Ce sera suffisant et surtout assez rapide. Voilà. Alors des questions effectivement sur la partie alluviale. Monsieur Potra. Alors j'ai bien conscience que j'ai heurté certaines sensibilités, mais moi j'ai toujours l'habitude de dire ce que je pense et ce que je vois surtout. J'ai jamais eu le doigt sur la couture du pantalon, même au boulot, et je m'en suis toujours bien porté. Oui. Donc Erwan de Barbude, Andrea toujours. En fait, votre constat rejoint la présentation de ce matin, à savoir que pour restaurer une rivière, il faut effectivement qualifier l'objectif. Oui. Alors si l'objectif effectivement d'arasement du seuil répond à l'objectif de continuité piscicole et sédimentaire, on a oublié les autres aspects de la rivière. La préservation des zones humides. Voilà. Et donc, mais c'est pas trop tard. Et il y a des aménagements possibles encore pour restaurer une rivière naturelle qui est toujours rectiligne et qui devrait pas l'être. Voilà. Oui, mais ça répond à effectivement et puis l'État a produit récemment, comme l'a indiqué Marie-Pierre Conamé ce matin, une doctrine et un dire de l'État sur la gestion quantitative de l'eau en région Bourgogne-Franche-Comté, avec effectivement une liste des différentes solutions et pistes d'amélioration de la situation pour restaurer finalement des milieux et restaurer la quantité d'eau. Avec une restauration des zones humides, reméandrement, etc. Donc toute cette politique effectivement de renaturation du cours d'eau ne peut plus passer que par un arasement de seuil qui effectivement... Ah ben non, complètement. D'autant plus que ces arasements-là, on l'a vu, Bernard Fauchot pourrait vous le montrer, je l'ai promené un peu partout. Ces arasements-là ont contribué à déconnecter les annexes hydrauliques du cours d'eau principal. Donc les alevins qui naissent dans la rivière, ils n'ont que la rivière pour se développer. Alors que dans les annexes hydrauliques, ils étaient beaucoup plus tranquilles. Ils pouvaient se développer dans leur première partie de leur vie et puis rejoindre la rivière après. Et ça, on ne le voit plus. Bonjour, Dorothée Collier, retraitée de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je voulais signaler simplement l'existence d'un recueil du Pyrensen, qui est un programme interdisciplinaire sur le bassin de la Seine et qui date à peu près de 4-5 ans et qui fait l'histoire de l'aménagement de la Seine à partir de toutes les cartes historiques très anciennes où on
c'est visuel, parce qu'on a toutes les très vieilles cartes qui montrent les méandres qu'on a commencé à redresser, à couper, etc. Donc ça, c'est pour montrer que l'évolution du cours physique de la Seine est vraiment quelque chose de très ancien. Et la deuxième remarque, mais c'est une question plutôt, c'est le rôle de l'agriculture, parce que vers chez moi, j'ai vu drainer des parcelles en pente. On m'explique qu'on ne peut pas y faire de culture parce qu'il y a un peu trop d'eau dans les sols en hiver. Oui. Mais bon, on envoie de l'eau vers les rivières. Et je me souviens du bassin du Fusain dans le Loiret, qui est un peu à l'amont de la nappe de la Beauce, et où en fait 80% de la SAU, de la surface agricole, était drainée. Donc tout ça, ça contribue aussi à ne plus alimenter les nappes correspondantes. Oui, c'est un aspect supplémentaire à celui que je viens de développer. Certains. D'autres questions? Alors, si vous êtes intéressé par mon bouquin, il est au prix coûtant à 10 €. J'en ai un petit peu dans mon coffre. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir le voir là. Voilà, je fais de la pub un peu, hein. C'est moi qui l'ai payé.